Bonjour à tous. Ce matin, nous recevons Saïd Hachim, géographe et co-auteur de l'Atlas des risques naturels et des vulnérabilités territoriales de Mayotte. Alors, l'année 2020 va bientôt s'achever. On a l'impression que Mayotte a été un laboratoire d'événements liés à vos études, entre naissance d'un volcan, séisme, cyclone, inondation, etc. Quel effet d'abord ça fait pour un scientifique de vivre finalement ses études sur le terrain, dans le pays, sur le pays où il vit? Bonjour André, et bonjour les téléspectateurs et les spectateurs qui nous écoutent aujourd'hui. Je suis un peu parce que je suis ému un peu de l'accident que j'ai vu juste à côté avant d'arriver ici. Donc, vous venez de me poser une question qui est très importante et intéressante. Pour moi, personnellement, je n'ai pas l'habitude de parler de moi, mais quand on a eu cette idée de l'Atlas, l'idée remonte en 2012, je me souviens, j'étais à Montpellier où, à l'époque, mon directeur de thèse, Frédéric Léon, qui me disait « Reste à Montpellier, il y a des choses à faire ici ». Moi, je lui ai dit « Allons à Mayotte, il y a des choses à faire là-bas ». Il est venu plusieurs fois à Mayotte. Il va revenir là au mois de janvier. Et à un moment, quand il est revenu il y a 2 mois ici, il m'a dit « Ben voilà, tu avais raison par rapport à ça, pas par rapport au travail que nous avons fait. Mais on a un petit territoire qui cumule beaucoup d'aléas. C'est un territoire que moi j'appelle un territoire en parchemin. Ça veut dire c'est un petit territoire où on a une population, mais autour et sur cet espace-là, beaucoup d'aléas. L'aléa marin, en fait, l'inondation submarine, l'aléa cyclonique, on va en parler tout à l'heure, et l'aléa sismique qu'on ignorait. Mais dans l'Atlas, je ne sais pas si vous l'avez bien regardé, je sais que vous l'avez bien regardé, on a même parlé de l'aléa volcanique. Et on savait en fait que cet aléa-là existait à Mayotte, bien qu'on n'en parlait pas avant. Donc là, le fait de vivre ça, on a été un peu, pas visionnaire, on n'aura pas cette prétention-là, mais un peu réaliste de cette situation-là. Et on va continuer, je vous l'annonce ici, que cet atlas va être mis à jour et on va bien entendu compléter à la lumière des données scientifiques qui nous parviennent aujourd'hui, mais on va aussi esquisser ce que pourrait être Mayotte de demain. Mayotte de demain, c'est comment on va faire pour vivre avec ça et composer avec cette vulnérabilité-là. Donc c'est ce qu'on va faire dans le prochain Atlas. Et pour le court terme, comment s'annonce 2021 par rapport à tous ces aléas avec votre regard de scientifique? Alors, nous sommes tous sauf médium, on appelle ça. Hein. Donc, nous sommes tous sauf ça. Nous, on se base sur les éléments du passé et aussi sur des observations des données. Alors, on va parler aléa par aléa. Donc, et nous, on préfère prendre le temps pour expliquer un peu les choses, comment elles se déroulent. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez eu une annonce ici qui disait qu'on aura un certain nombre de cyclones qui peuvent affecter Mayotte et que cette année qui arrive ici s'annonce une année intense. Alors en fait, il faut vraiment expliquer les choses pour que les gens ne s'inquiètent pas pour rien. Ce sont des données qui sont basées sur des statistiques prédictives. On prévoit par rapport aux données à disposition, à des modèles, on a des modèles météo aujourd'hui, qui nous permettent de dire, voilà, en fonction de tels paramètres par exemple de la température de l'eau, paramètres de la circulation atmosphérique, et tous ces paramètres-là, on peut avoir cela. Mais on ne peut rien dire. Pourquoi on ne peut rien dire? On peut dire qu'on peut avoir telle quantité ou tel nombre de cyclones cette année-là. C'est impossible à le dire. On sait que, voilà, dans les statistiques, en fonction des paramètres que nous avons, cette année peut être intense parce que, par exemple,
exemple, la température des eaux aux alentours est beaucoup plus chaude, on l'a constaté depuis un certain temps, est beaucoup plus chaude que les années précédentes. Ça, c'est faux. Il faut vraiment prendre garde et être vigilant par rapport à ça. Regardez, l'année dernière, nous sommes le 10, je crois, c'est ça, hein, le 11. Le 11. L'année dernière, le 7, c'était pas la même ambiance ici. Vous avez dormi ici, c'était le cyclone Belna qui nous a fait une très belle frayeur. Bien qu'on nous ait annoncé une année intense cette année-là, cette année-ci, mais l'année dernière, on a commencé en alerte, hein, on a été alerté, et Belna est passé à 100 km de Mayotte. Il s'en est fallu de très peu. Belna, c'est un cyclone qui était intense, hein, c'est un cyclone qui était intense, et avant de toucher Mayotte, à 100 km seulement de Mayotte, il a dévié un petit peu pour aller vers Madagascar. Donc en fait, on doit être vigilant par rapport à ces phénomènes qui sont prévisibles, mais parfois qui ont des comportements que les météorologues qualifient erratiques parfois. Hein. C'est des phénomènes qui sont parfois erratiques et qui peuvent nous surprendre. Donc nous devons être vigilants par rapport à ça. Concernant ça, c'est les cyclones. Concernant l'activité sismo-volcanique. L'activité sismo-volcanique à Mayotte, aujourd'hui, je voudrais expliquer ça aussi. Ceux qui disaient, que quand on a fait la découverte du nouveau volcan, dans 4 ans, le volcan va sortir et que voilà, on va avoir une île qui va apparaître. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a une éruption, la dernière mission Mayobs 15 qui est revenue. On a pu observer que l'activité est toujours en cours, qu'il y a des zones où on a des éruptions qui ont été observées, voire même photographiées. Des effusions de lave incandescentes, donc ça c'est actif là-bas, ça brûle encore là-bas si je peux me permettre, mais depuis août 2019, le nouveau site éruptif, c'est-à-dire le nouveau volcan n'a pas grandi. Donc il y a de l'activité autour, mais le nouveau volcan, depuis un peu plus d'1 an, le nouveau volcan n'a pas grandi. Donc il est resté à l'état où il était il y a 1 an. Donc en fait, c'est vraiment voir que voilà, il faut observer. C'est pour ça que nous nous basons beaucoup plus sur les observations. Qu'est-ce qu'on constate? Et à partir de là, on peut dire voilà quelles précautions ou quelles dispositions il faut prendre. On parle donc des risques. Est-ce que, selon vous, le département est prêt à faire face? Pour le moment, on a l'impression qu'on est préservé, mais si un cyclone touche l'île, si un séisme plus fort touche l'île avec ses conséquences, alors que on essaye d'inculquer justement à la population la culture des risques. Vous dans votre atlas, vous allez apporter des modifications pour justement faire comprendre à la population qu'on doit vivre avec ces risques-là. Du coup, est-ce que le département est prêt à y faire face? C'est une très bonne question parce que personnellement, vous savez, André, moi je ne donne pas souvent mon avis sur. Je dis ce que disent les données. On fait parler les données et les conclusions qui sortent des études. Mais je suis un peu inquiet par rapport à certaines choses. Vous savez, quand je disais que voilà, j'étais pas inquiet, bien comme disait quoi, voilà, on va avoir un séisme très intense. Je disais non. Voilà, les gens étaient sceptiques par rapport à ça. Les données nous disaient qu'en fait, bon, on pouvait pas avoir des séismes de forte magnitude 7, par exemple, on pouvait pas l'avoir ici. Donc là, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a annoncé que l'eau allait monter, bien avant, les gens ne croyaient pas. On a annoncé que l'eau allait monter sur Petite Terre. Le jour où l'eau est montée sur Petite Terre, j'étais là, j'ai constaté que le boulevard de Gare était fermé. Et quand on a annoncé que, attention, faites attention à Ironibé, cette route va être inondée. Je me rappelle d'un élu, je ne citerai pas de nom, qui avait dit dans vos ondes ici, moi, ma grand-mère avait dit que quand me disait toujours que quand on changeait de saison,
la marée arrive jusqu'ici et emporte les casseroles. Mais je disais que, je lui ai répondu, je lui ai dit, mais faites attention, je l'ai appelé, je dis, faites attention à ce que vous dites, parce que votre grand-mère n'avait pas les outils que nous avons aujourd'hui, les données satellites, et aujourd'hui, on constate qu'il y a un changement considérable sur le territoire dont la population et les autorités n'en ont pas pris conscience. Et cette image m'a beaucoup marqué, que je vais diffuser quand je suis arrivé à Ironi le mois dernier, où les gens sont là, la route est barrée, on constate les choses alors que c'est aujourd'hui une réalité. Nous ne sommes pas prêts à ça. Et il faut dire à la population, il faut dire aux décideurs que voilà, dans cette vulnérabilité qui menace notre société, aussi bien les implantations humaines, ça veut dire les villages, les populations qui sont sur le bord du littoral, aussi bien nos infrastructures, vous imaginez des infrastructures cruciales, des artères importantes, comme cette route nationale 2, couper la route qui mène de l'aéroport au pôle principal Mamoudzou, coupé. Les barges ne peuvent pas accoster. Donc en fait, c'est une réalité que nous disons depuis plus d'un an. Et donc il ne faut pas qu'on soit surpris. Et on a l'habitude ici qu'on soit surpris, bien que les données nous disent réellement ce qui va se passer. On le sait maintenant, ce qui va se passer. On le sait. Et la cartographie que nous avons produite nous dit ça. Et l'Atlas va nous le dire, parce que comme je vous dis au début de notre émission, on aura une deuxième production. Et vous savez, et il y aura cet atlas qui sera papier, parce que c'est une version papier qui vieillit très très vite, mais on va aller plus vers un atlas dynamique, accessible par Internet. Donc on va pouvoir vérifier sur la zone où vous habitez si vous avez concerné par tel ou tel type de danger. Alors, vous parlez de ces vulnérabilités qui touchent Mayotte. Cela n'empêche pas de préparer, en tout cas de prévoir des infrastructures telles que la piste longue de l'aéroport de Pamandzi, même si il y a du retard ailleurs. C'est un projet en cours, ça va être une réalité. Les verrous environnementaux semblent avoir sauté. Est-ce qu'il faudrait alors une prouesse technologique maintenant pour l'allongement de cette piste ou la construction éventuelle d'une piste convergente ? Une prouesse technologique, non, parce qu'aujourd'hui, les techniques de construction, d'ingénierie de BTP sont assez avancées pour pouvoir faire cette piste-là. Vous savez, au Japon, l'aéroport de Kansai est construit sur l'eau, totalement sur l'eau. Et donc, d'autres aéroports, Madère, par exemple, est construit sur pilotis. Et donc, pas de prouesse. Et puis, vous savez que la France dispose quand même des grandes entreprises de BTP pour pouvoir faire cette piste-là. Je pense qu'il faut intégrer ces nouveaux facteurs, en fait, qui concernent l'île. Et c'est tout à fait possible de réaliser ça. Moi, je fais partie justement de des personnalités qualifiées qui composent le comité scientifique, enfin le comité de la piste longue. La réunion est prévue tout à l'heure. Et bien entendu, il y aura des annonces par rapport justement aussi bien sur le projet et le mode opérationnel qui suivra la construction de cette piste. Ce projet doit ou a tenu en compte ces facteurs-là ? Il va tenir en compte ce facteur-là. C'était déjà dans la première réunion, on en avait déjà parlé, et il va obliger de tenir en compte ce facteur-là, parce qu'on ne peut pas construire sans tenir en compte ce facteur-là qui est très important.